À trop être parents d'élèves, certains oublient d'être parents de leurs enfants. La première fois que je suis tombée sur cette phrase de Jacques Salomé, je me suis figée. Elle a semé un sacré trouble dans ma posture de maman. Bienvenue dans En Relation, le podcast qui explore nos liens les plus intimes, notre relation aux autres et la relation à soi. Je suis Anne Demanja, coach et thérapeute de la relation. Ce podcast est un espace pour comprendre les schémas relationnels, détricoter les croyances, dire au revoir à la culpabilité et réécrire notre histoire. Aujourd'hui, on parle de la rentrée et d'une idée simple qui peut transformer vos soirées. Distinguer l'enfant de l'élève. La première fois que j'ai lu la phrase de Jacques Salomé, je me suis vraiment figée. Je me suis revue assise à la table de la cuisine en train d'aider mes enfants à faire leurs devoirs. Enfin, non, pas aider. Corriger, reprendre, réexpliquer, avec le ton qui monte un peu plus à chaque erreur. Et ce soir-là, comme bien d'autres avant, j'ai fini par souffler fort et dire « Mais enfin, tu sais le faire, concentre-toi !» Et là, j'ai revu leur regard qui change. Ce n'est plus le regard à ce moment-là qui rencontre celui de la maman. C'est celui d'un élève qui se sent jugé. Aujourd'hui, je vais vous proposer de plonger dans les deux mondes dans lesquels vit notre enfant, de voir pourquoi les mélanger peut créer des tensions et comment notre propre histoire s'invite là-dedans. Je vais vous proposer des outils concrets, des pistes pour mettre de la clarté et un peu plus de paix. Et puis, je vous promets, comme toujours, pas de culpabilité ici, juste de la compréhension et des clés qui s'adaptent à votre réalité. Alors, un enfant dans la relation parentale, c'est un être qui doit être aimé pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il fait. Vous êtes son port d'attache. Vous êtes sa base de sécurité. John Bowlby, qui est un psychiatre britannique, il l'a bien théorisé dans sa théorie de l'attachement. C'est parce que l'enfant sait qu'il peut revenir vers vous sans condition qu'il ose s'aventurer et apprendre. Et puis, il y a l'élève. L'élève, c'est l'enfant, mais dans un rôle social. À l'école, il y a un cadre, il y a des règles, il y a un programme et il y a des évaluations. Et ces évaluations, elles vont porter sur des compétences scolaires, mais aussi sur son comportement. Donc ce n'est pas toi tel que tu es enfant, mais c'est toi tel que tu produis et tel que tu réponds aux attentes. Alors je vais vous demander, comme à mon habitude, d'imaginer deux écharpes qui vont représenter les relations que vous avez avec chacun, l'élève et l'enfant. Alors, l'écharpe qui représente la relation que vous avez avec votre enfant, elle pourrait être douce, chaude, elle sentirait le chocolat chaud et les câlins du soir. L'écharpe qui représenterait la relation que vous avez avec l'élève, elle est solide, elle est structurée, elle est protectrice, mais aussi elle a des attentes dans le cadre scolaire. Les deux sont nécessaires, mais si vous les mettez ensemble, elles vont gratter. Elles vont gratter et elles vont même peut-être s'annuler. Alors, en toute objectivité, est-ce que c'est possible pour vous de vous demander dans vos interactions à la maison, quelle écharpe y a-t-il entre vous le plus souvent? Et moi, parent, avec quelle écharpe je regarde mon enfant le plus souvent? Je vous assure, c'est très perturbant. Et c'est vraiment sans jugement parce que ce que je vous partage là, c'est vraiment du vécu. Et que quand j'ai réalisé ça, heureusement, ça n'est jamais trop tard, mais ça a tout changé.
Alors, je peux vous raconter l'histoire de Marie. Elle adore sa fille, bien entendu, et chaque soir, elle s'installe à la table de la salle à manger. Au début, tout va bien, et puis une faute, et puis une autre, et puis le ton monte. Et un soir, Léna lâche: «J'ai l'impression que tu ne m'aimes que quand je réussis». Je peux vous raconter aussi l'histoire de Karim et d'Adam. Karim, il veut le meilleur pour Adam. Et c'est tellement normal, comme chacun des parents. Alors il revoit chaque exercice, il le pousse toujours plus loin. Mais Adam s'enferme dans le silence et il finit par ne plus rien raconter de ses journées. Je peux vous raconter aussi l'histoire de Lucie, qui est une adulte, elle, et qui me confie dans un accompagnement individuel que les devoirs, c'était pire que l'école. Elle avait l'impression de passer un examen d'amour à chaque fois. Vous voyez, au niveau de l'adulte que l'on devient, ce que cela peut créer. Alors, les recherches sont là aussi, hein. John Hattie, dans Visible Learning en 2009, il a analysé plus de 800 méta-analyses. Et il en vient à la conclusion suivante, c'est que la valorisation des efforts, la régulation émotionnelle ont bien plus d'impact sur la réussite que la vérification constante des devoirs. Alors attention, je ne dis pas arrêtez de vérifier les devoirs, hein, c'est pas ça que je dis. C'est juste un stop technique sur quelle posture vous avez et à quel moment. J'essaye là de vous amener cette conscience que j'ai eue de à quel moment j'ai quelle posture. À quel moment j'ai mon écharpe de parent, à quel moment j'ai mon écharpe de parent d'élève. Et lui, à quel moment il se met dans la posture de l'enfant ou dans la posture de l'élève. Parce que, en fait, tout petit, on a connu ça. Les félicitations qui sont réservées à la réussite et aux bonnes notes, ou bien alors les erreurs et la honte surlignées avant les réussites. Je peux vous donner l'exemple de Camille qui s'entend parler à son fils et quand elle s'entend, elle entend la voix de sa mère, celle qui lui serrait le ventre. Et ce soir-là, piaf, elle change, elle bascule et elle va lui dire: «Je sais que c'est difficile et ne t'inquiète pas, même si tu n'y arrives pas, je t'aime et je suis là». En accompagnement individuel, plus tard, elle m'a raconté que ce soir-là, tout a basculé et que la relation avec son enfant a vraiment pu retrouver une belle couleur et une belle fluidité. Là encore, les études de Hassor, Roth et Deci en 2004 le montrent. Le soutien parental conditionnel, c'est-à-dire le «je t'aime si tu réussis», augmente l'anxiété et diminue la motivation intrinsèque. Alors, je vous demande là de repenser à un souvenir de devoir avec vos parents. Où est-ce que vous étiez? Quel temps est-ce que ça avait? Si vous pouviez retourner dans ce moment, qu'est-ce que vous aimeriez entendre à sa place? Et là aussi, je peux témoigner de ce qui se passait entre mes parents et moi sur l'enjeu de la réussite scolaire. Alors, comment faire au quotidien? Eh bien, tout simplement, peut-être en visualisant, en montrant ce dont on parle. C'est-à-dire, annoncer notre posture. Là, je vais t'aider pour les devoirs et ensuite, je redeviendrai maman ou papa. Ça change tout. Alors, on peut s'aider de quelque chose, d'un signal visuel, comme d'une lampe que l'on allumerait, en mode accompagnant de devoirs ou bien que l'on éteindrait en mode enfant. Et par exemple, Sophie en atelier, Sophie, maman de 2 enfants, qui me dit: «Depuis que je fais ça, bah, il y a plus besoin de répéter. Ils savent que quand j'allume la lumière, ils savent que je vais passer en mode accompagnatrice de devoirs». On peut aussi s'aider de l'écharpe, porter telle écharpe quand je suis en mode maman et une autre écharpe quand je suis en mode accompagnatrice de devoirs. Et enfin,
voir que l'évaluation, eh bien, c'est important de laisser ce rôle-là à l'école. C'est le rôle de l'école que d'évaluer. Ça n'est pas notre rôle de parents. Là encore, c'est vraiment, des études de l'OCDE en 2014 qui dit que la qualité du climat à la maison, elle influence bien plus la réussite que la quantité de devoirs faits à la maison. Enfin, ce qui va être vraiment, à changer comme, posture, c'est par rapport à l'erreur, notre rapport à l'erreur. Quand je suis passée de «C'est faux, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Pourquoi tu as fait faux?» à «Explique-moi ton raisonnement, qu'est-ce qui a fait que tu as écrit ça?» Ça a tout changé aussi. C'est-à-dire que mon fils se mettait à chercher les raisons pour laquelle il avait écrit ça et c'est vraiment responsabilisant. Ensuite, plus tard, j'ai découvert que plutôt que de demander le «Combien tu as eu? C'est bien ou c'est pas bien?» quand il y a une note à mener à la maison, les interroger directement sur le «Est-ce que tu es content de cette note? Qu'est-ce que cette note représente pour toi?» et j'ai découvert vraiment quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'il pouvait être ravi avec un 9 parce que c'était la meilleure note de la classe, parce que c'était un devoir particulièrement difficile et qu'il pouvait être en même temps, la fois d'après, très frustré d'un 18 parce qu'ils auraient pu avoir 20. Et ça, c'est très important parce que là encore, ça amène de la responsabilisation et une véritable autonomie sur la réflexion de l'enfant. Enfin, il va être vraiment important de respecter les rythmes de l'enfant, d'avoir cette conscience-là que notre enfant, qui est un élève qui rentre de l'école de 8h30 jusqu'à 17h30 au mieux, si on ne compte pas la garderie, eh bien, il a besoin de rentrer à la maison, de souffler et peut-être de jouer. Je me rappelle de cette maman qui est de la maman du petit Théo de 7 ans qui, en toute bonne intention, disait: «Allez, on se met au devoir tout de suite parce qu'après on en sera débarrassé». Quand elle a réalisé ça, quand son fils lui a dit: «Oui, mais moi je peux pas, quand je rentre de l'école, j'ai besoin de jouer un petit peu, juste un petit peu», elle lui a accordé 30 minutes avant de se mettre au devoir. Eh bien, ça a tout changé. Théo, qui était d'accord avec ces 30 minutes, alors bien sûr qu'à 7 ans, il ne se rendait pas compte combien de temps étaient les 30 minutes, c'est bien à la maman de vérifier ça. Eh bien, il y a eu moins de conflits, plus de concentration. Et bien entendu, clore sur du positif va être très important. Finir les devoirs sur un moment agréable, un moment de jeu, un moment de rire, une petite blague, ou mettre une musique, ou se mettre à danser, va être très important. C'est finir sur ce moment agréable, c'est un peu comme rincer cette énergie scolaire. Je vais finir par la posture particulière que je connais très très bien. C'est la posture des parents qui sont enseignants. C'est une double casquette très délicate. Et là, encore, je connais très bien cette posture et je suis désolée, tellement désolée pour mes enfants qui ont leurs 2 parents qui étaient enseignants. Cette double casquette a été très difficile pour eux parce que je me suis rendu compte assez tard, et là, je dois en attribuer le mérite à la fois à ma formatrice de l'époque avec laquelle j'étais en formation et à la fois avec ma fille qui était suffisamment grande, qui m'a renvoyé ça. «Mais arrête, tu n'es pas une enseignante quand tu es à la maison». Ça a été, difficile pour moi d'assumer, uniquement le rôle de maman à la maison, mais ça a été tellement important. Alors là aussi, ça va être, pour vous de trouver avec quelle créativité vous allez pouvoir trouver une astuce pour basculer de la casquette de maman, enfin d'enseignante plutôt, à la casquette de maman. Vous pouvez, changer, de vêtements, vous pouvez amener une autre, écharpe, vous pouvez dans mon cas, j'avais, un sac que j'amenais et que je pouvais déposer dans mon bureau et il m'est arrivé parfois d'amener dans leur chambre en disant: «Voilà, là j'arrive avec ma casquette d'enseignante, est-ce que tu la veux?»
avec le risque que, en face, je puisse entendre le non, qu'il n'en avait pas envie. Parce que bien sûr, j'avais beau être enseignante, je n'expliquais pas de la même manière que la maîtresse. Et là aussi, il nous faut toute notre capacité, il m'a fallu toute ma capacité d'ouverture et d'acceptation que non, je n'expliquais pas comme sa maîtresse et que je pouvais lui amener de la confusion dans son esprit. Pour terminer, en conclusion, j'ai envie de revenir à Jacques Salomé. À trop être parents d'élèves, certains oublient d'être parents de leurs enfants. Vraiment, cette phrase-là, elle a semé le chaos chez moi parce que j'étais tellement campée sur mes positions de enseignante qui savait et ça a été difficile mais tellement salvateur pour mes relations avec mes enfants. Donc, je vous invite à observer cette semaine. Quand est-ce que vous parlez à l'élève? Quand est-ce que vous parlez à l'enfant? Essayez juste une fois de nommer le rôle que vous prenez et regardez ce que ça va changer dans son visage, dans ses expressions. Je vous remercie d'avoir été là et d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Et si vous pensez que cet épisode peut aider quelqu'un d'autre, je vous invite à le partager. Je vous invite également à mettre des étoiles, les 5 étoiles, et à mettre un joli commentaire sur votre plateforme préférée. Cela m'aide beaucoup. Merci.